déjà, ce sur quoi on avait échangé, par rapport aux expériences qui ont été présentées, c'est vrai que par rapport au rôle de l'ingénierie, je pense que ce qui est important, c'est aussi aujourd'hui de bien comprendre finalement quels sont les ressorts ou finalement les principes qui structurent finalement un projet, une action qui se veut innovante, savoir au final comment, par rapport à ces principes, on peut agir parce qu'en fait on est face à un système qui semble relativement complexe, on sent qu'il y a des intuitions, il y a des initiatives, il y a des intentions, etc. On mobilise des ressources, on travaille sur ses propres compétences ou ses connaissances, parfois on va chercher ailleurs. Donc je pense qu'effectivement, ce qui me semble intéressant au préalable, c'est de définir quels sont les principes un petit peu communs de ces innovations pour savoir après comment, sur ces principes, on peut travailler et accompagner. Alors, à partir de ce que vous avez, de votre travail et des capitalisations aussi d'expérience, parce que le plus important aussi, c'est de capitaliser, c'est à un moment donné de rendre compte de manière un peu codifiée d'une histoire, parce que c'est finalement une histoire à chaque fois singulière, pour essayer d'en comprendre ces principes. Alors, il me semble qu'il y a 5 principes qui permettent d'appréhender la complexité d'un processus d'innovation. Le premier, ça vient d'être dit de manière très éloquente et très parlante, c'est que l'innovation, elle est toujours située dans un temps, dans un espace particulier, et qui constitue un cadre à la fois de contraintes et d'opportunités, dans lequel évoluent les sociétés locales, dont elles peuvent se saisir à un moment donné. Et la question qui va se poser en termes d'accompagnement, c'est presque une question métaphysique finalement. Est-ce qu'on peut susciter l'innovation? Quel est le facteur, le moment, le processus qui va être déclencheur d'une rupture, d'une innovation par rapport à un cadre établi? Et ça, effectivement, c'est comment on travaille la compréhension d'un contexte et comment, quelque part, ce contexte, une fois qu'on l'a compris, comment on peut y intervenir pour faciliter la révélation de ces innovations. Avec effectivement l'écueil de se méfier de la question du transfert. On voit bien combien aujourd'hui les politiques publiques, elles ont souvent la tentation, après avoir repéré une action qui semble porteuse, bienfaitrice, etc., de vouloir en faire une généralité sans oublier justement le poids de ce contexte. Moi je prends souvent l'exemple récent, que tout le monde connaît, les maisons pluridisciplinaires de santé. Bon, une maison pluridisciplinaire de santé, c'est peut-être une solution à un endroit, à un moment donné, pour répondre à une problématique de santé. Mais on voit bien que ce qui, à un moment donné, en un lieu, a pu être une innovation, ou une médiathèque peut être, dans son format, son contenu, une innovation, ça peut être ailleurs une contre-innovation, voire même, entre guillemets, un bide total, parce que l'épaisseur de ce contexte, de cet environnement, de cette situation spatiale, sociale, politique, temporelle, n'a pas suffisamment été prise en compte. Donc, on revient aux fondamentaux du développement local, ne pas se tromper de problème, c'est-à-dire comment on saisit une réalité sociale et comment on l'anime, on la fait vivre. Le deuxième principe qui a été dit et redit là aussi à travers ces deux expériences, c'est la dimension collective la dimension presque, je dirais, coopérative de l'innovation. On est dans une logique de co-construction et on voit que dans cette logique de co-construction, il y a des cercles de mobilisation, il y a des nœuds, il y a des noyaux durs, il y a ensuite des phénomènes d'adhésion, mais aussi d'indifférence ou de conflit qu'il faut intégrer. Et donc là aussi, c'est une autre dimension de l'accompagnement. Comment on retravaille l'action collective à travers le débat d'idées, la vie des idées dans un territoire, comment on la structure, comment on facilite aussi ou on permet l'appropriation de nouvelles idées, leur diffusion. C'est, me semble-t-il, aussi un deuxième principe qui appelle des compétences particulières. Le troisième principe de ces démarches, de ces initiatives innovantes, c'est qu'à travers ces innovations, je l'ai dit tout à l'heure et on le voit à travers les exemples qui sont présentés cet après-midi, il y a de la mobilisation de savoir, il y a de la circulation, il y a du croisement de connaissances. On enchaîne, on fait du chaînage, on imbrique des savoirs profanes, des savoirs ordinaires, celui du paysan, mais celui du boulanger, celui de l'habitant qui se loge dans un territoire. On emboîte, on enchaîne ces savoirs profanes, des connaissances plus, je dirais, académiques, institutionnelles, des connaissances expertes.
Et finalement, les territoires sont riches de connaissances, sont riches de savoir. La question, c'est comment voilà, on crée cette chaîne, comment on construit une espèce d'intelligence territoriale, plus ouverte que par le passé, peut-être moins technicienne, mais davantage, je dirais, inscrite dans la société. Donc là, c'est la question du rôle de la mise en lien, du débat, de la recherche des savoirs, de la structuration des démarches, de la circulation des idées, qui me semble être aussi une dimension importante de l'accompagnement. Autre dimension, et ça, on rejoint aussi le parallèle entre innovation et développement local et la porosité de ces deux notions. On le retrouve dans la dimension transversale, multidimensionnelle, systémique de l'innovation. Quand on travaille on accompagne les projets comme les vôtres, voilà, on va croiser des gens différents, on va croiser des échelles différentes, des connaissances, etc. Et finalement, l'innovation, elle a un caractère global. Elle croise une dimension économique, sociale, environnementale, technique. Et il faut réapprendre peut-être et retravailler aussi ce croisement entre les dimensions techniques, organisationnelles, entre les secteurs d'activité, les différentes échelles. On parlait tout à l'heure de comment l'architecte, aujourd'hui, il est capable de dialoguer avec un animateur d'un centre social ou avec l'habitant ou l'agent de développement de l'intercommunalité pour penser, par exemple, un projet d'habitat sur un territoire. Voilà, ça suppose effectivement des compétences sur travailler sur un système complexe, mais un système complexe qui est concret et qui par ses nécessités, ces urgences au quotidien, imposent de la sortie des silos, quoi, de la connaissance, je dirais, sectorielle. Et puis le dernier élément, alors ça, je pense que c'est un élément compliqué aussi, en termes d'accompagnement, on l'a évoqué tout à l'heure, l'innovation, elle a du sens. On n'innove pas c'est pas une usine à gaz, on innove, on s'adapte, on bricole des situations parce qu'on cherche finalement à faire mieux, à vivre mieux, à repenser finalement un modèle d'alimentation, un modèle de rapport au monde, de rapport aux autres. Et c'est de ne pas perdre de vue dans la démarche d'accompagnement ce que parfois on a peut-être un peu perdu dans certains projets, c'est finalement pourquoi on fait ça. Et finalement aussi de ne pas oublier quelle est la finalité, le sens de l'intervention, de l'accompagnement de l'innovation. Et en termes de compétences, c'est aussi, on vient peut-être à des questions un petit peu politiques, mais qui doivent être présentes, ou des questions sociétales, qui doivent être présentes dans l'accompagnement. Donc ces différentes dimensions de l'innovation, elles montrent peut-être pas une nécessité urgente, mais peut-être l'injonction à être attentif à la manière dont on accompagne aujourd'hui les projets de développement, les initiatives. Et peut-être que moi, pour terminer, je voudrais retenir ce qui me semble être les facteurs facilitateurs de l'accompagnement de l'innovation et qui permettent de revenir aux fondamentaux. Je crois qu'il y a deux compétences qui sont importantes dans l'accompagnement de l'innovation. C'est l'animation. C'est dans une société, des individus, des projets, des collectifs, comment finalement on renouvelle le logiciel de l'animation territoriale, de la vie des idées dans un territoire, de l'animation de collectifs. Et puis la deuxième idée qui me semble importante, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette nécessité peut-être dans laquelle nous avons tous une part de responsabilité, c'est comment on facilite les passerelles entre l'ingénierie, les savoirs profanes, le savoir de l'habitant, le savoir académique qui est construit par le système éducatif universitaire, le savoir aussi plus expert de l'ingénierie du développement, des univers, on va dire, de l'accompagnement du développement. Je disais tout à l'heure en aparté au moment du repas, je rentre d'une mission de recherche en Argentine, un pays très déconcertant parfois, mais un pays où finalement l'innovation c'est l'ADN de chacun parce que tellement de crises, tellement d'incertitudes que chacun est contraint, y compris dans sa vie quotidienne, de réfléchir à comment vivre avec l'autre, à comment survivre parfois. Et j'ai été marquée cette fois-ci par le rôle de l'université, une université dont on parle d'une manière beaucoup plus, je dirais, ancrée. On nous a souvent dit, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui portaient des projets sur l'alimentation, sur aussi des coopératives autour du logement, etc., qui nous disaient c'est l'université qui a été un déclencheur pour nous. Pas parce que je suis allée à l'université, pas parce que j'ai étudié à l'université, mais parce que l'université est venue dans le quartier, est venue dans le village,
à partager, accompagner des formateurs, des porteurs de projets. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée aussi sur le rôle de la formation et de la recherche aujourd'hui dans la société. On parle beaucoup de la valorisation, du transfert, etc. Mais par rapport aux enjeux de développement local, il y a peut-être un enjeu de reconstruction, de repenser des formes d'articulation qui nécessitent peut-être aussi que l'université se rapproche, comme elle le fait parfois, mais difficilement, des territoires. Voilà, et ma dernière remarque, je l'ai dit dans ma préface, mais je voudrais insister là-dessus, à un moment où parfois on doute du rôle de certaines organisations. On voit que l'innovation, elle nécessite de l'échange, elle nécessite de la prise de distance. Et on sait bien qu'en matière de prise de distance, de partage d'idées, il y a un certain nombre d'acteurs qui facilitent les passerelles, qui facilitent les relations. Je pense à ce que fait Cap-Rural, ce que fait le CIEDEL, ce que font des réseaux comme UNADEL, des réseaux régionaux qui se structurent. Alors en Occitanie, on est sur un réseau émergent qui s'appelle le Territoire des citoyens en Occitanie. Mais je crois que ces acteurs intermédiaires qui ont cette capacité de proximité au terrain et de mise à distance aussi et de croisement d'idées me semblent être aussi des passeurs et des révélateurs de l'innovation dans sa dimension sociale territoriale.